Hélène Rollet, je peux te tutoyer encore. Tu as quel âge? 12 ans. 12 ans. Tu serais disponible pour jouer avec nous? Oui. Même de façon régulière? Oui. Salut les garçons, c'est vraiment pas pratique que vous n'ayez pas le téléphone dans le garage. C'est vachement dur de vous joindre quand vous jouez. Normalement, l'homme commence toujours à faire sa cour devant la femelle indifférente. C'est après qu'elle se réveille. Écoute, mon petit Étienne, si tu comptes sur moi pour balancer une copine, alors tu te trompes. Bien, moi je vous propose d'aller boire un coup à la cafette. 12 février 2011, la série Les Mystères de l'amour voit le jour. 7 ans après la fin des Vacances de l'amour, c'est la saga Hélène et les garçons, débutée en 1992, qui renaît avec la création de ce nouveau chapitre. Entre amour, séparation, rencontres, expériences professionnelles et intrigues policières, la vie de cette inséparable bande de copains riches en péripéties continue près de 20 ans après leurs premières aventures. Et le succès est au rendez-vous. Quand on fait un tube, que ce soit dans la musique, ou en télé, ou en cinoche, ou en ce qu'on veut, pour faire oublier ce tube, qu'est-ce qu'il faut faire derrière? Il faut refaire un nouveau tube. Retour sur un incroyable succès télévisuel, une saga qui dure depuis plus de 2 décennies. Devenir des stars du grand écran, c'est pas mal non plus. Et un duo comique, vous n'y avez jamais pensé? Je me suis dit, bon, ça va durer 2-3 épisodes. Conclusion, 20 ans plus tard, voilà, j'y suis encore. C'est marrant. C'est assez unique en France, une série où on peut faire des flashbacks de 20 ans. Quand je pense que ça fait 20 ans maintenant que nous nous connaissons, je suis jamais restée avec un homme aussi longtemps qu'avec cette équipe. Comment ce retour a-t-il été orchestré? M'est venue l'idée folle de reconstituer l'équipe et de repartir sur ce qui est devenu les Mystères de l'amour. Voilà. Hélène et les garçons, c'est la sitcom qui a connu le plus grand succès de toutes les productions AB et qui a définitivement marqué les années 90. C'est vrai qu'Hélène et les garçons, voilà, c'est la sitcom par excellence en France. On peut pas s'attendre à un succès comme ça, c'est impossible. Si vous connaissez la recette du succès, on en ferait tous les jours, donc ça reste toujours inattendu. Tous les soirs, ce sont près de 6 millions de téléspectateurs qui suivent les aventures d'Hélène et ses copains. Et Hélène, c'est quoi pour toi? C'est une fille parfaite. Avec mes yeux de petite fille, moi je l'admirais avec ses cheveux longs, sa guitare, la musique. Moi, c'est avec ça que j'aimais en fait. C'est un phénomène étonnant parce que 6 millions, c'est des scores de prime time et encore, maintenant c'est rare. Et tous les jours, on avait 6 millions de gens qui regardaient Hélène et les garçons. C'était ma récompense en rentrant le soir. C'est que je me dépêchais de rentrer, de goûter, faire mes devoirs rapides. Et c'était vraiment mon moment de détente à moi. C'était mon cadeau en fin de journée après avoir bien travaillé en cours. Et il s'est passé un truc surprenant, c'est que le public n'était pas seulement les enfants, mais tout le reste de la famille. Regardez le feuilleton aussi? Oui. Les comédiens deviennent du jour au lendemain de véritables stars. Chacun avait son personnage coup de cœur et puis c'était un petit peu la question qu'on se posait à l'école. C'était c'est qui toi, tu préfères qui, c'est qui ton personnage préféré? J'ai toujours été amoureuse de Nicolas. Ouais, toujours. Et d'ailleurs, quand je rencontrais un garçon qui avait une apparence un peu similaire ou un point commun, je pense que j'ai été attirée par ce genre de garçon parce qu'il ressemblait à Nicolas. C'est vrai que j'étais un petit peu amoureux de Lali, quoi. Ah, Béné. Ah non, j'étais un peu... Non, je retire ce que j'ai dit. J'étais amoureux de Béné. Non, en fait, j'étais amoureux de tout le monde. Et chez les garçons? J'étais amoureux de José. J'ai compris, quand j'ai eu du mal à aller faire des courses, qu'effectivement, c'était pas n'importe quoi. Je signais beaucoup d'autographes, ça me faisait bizarre de voir des gens m'aborder comme ça directement dans la rue. Hélène fait la couverture de tous les magazines. Retour sur un véritable phénomène de société. J'avais tous les magazines télé où il y avait ma photo dessus. Il n'y en avait pas un où il n'y avait pas ma photo. Et je m'étais dit, tiens, celui qui m'aime pas, il est quand même obligé de m'acheter. Making of, images rares et inédites, immersion dans les coulisses des mystères de l'amour et les secrets de la saga Hélène et les garçons. C'est une épopée, cette histoire-là, quoi. C'est incroyable. Février 2011, la série Les Mystères de l'amour fait son apparition dans la grille de TMC. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'explique. Première série de fiction française à être produite pour une chaîne de la TNT, Les Mystères de l'amour sont la suite de la trilogie Hélène et les garçons, Le miracle de l'amour et Les vacances de l'amour. Une histoire incroyable qui avait débuté près de 20 ans plus tôt sur TF1. À l'époque, TF1 voulait passer à une autre étape, voulait changer pas mal de choses. Donc il y a beaucoup d'émissions qui ont disparu. Il va forcément nous arriver d'autres choses tristes ou heureuses, on verra bien. On verra bien.
pendant cette période, on a fait un pilote des Mystères de l'amour. Et à ce moment-là, j'ai rencontré toute l'équipe de TMC. Et je leur ai dit, voilà, je suis en train de faire un pilote de la suite d'Hélène et les garçons. Et ils m'ont dit, ça nous intéresse. Mais ça a permis à la série de renaître sur une autre chaîne du groupe TF1 et du coup d'être d'autant plus mise en valeur parce que c'est devenu la série star de la chaîne. Dès son lancement, la série est immédiatement couronnée de succès. Dans cette version plus mature et plus urbaine, Nicolas est devenu photographe. Hélène travaille dans l'humanitaire, José et Bénédicte ont ouvert un restaurant et Christian rêve toujours de devenir une star de la musique. T'as encore passé une nuit blanche? Quelle heure il est? Oh là là, ouais, j'ai pas vu, il a dû passer. Histoire d'amour, séparation, intrigue policière, au fil des saisons, la série continue d'évoluer avec ses personnages et cela semble ravir les téléspectateurs. Oh là là. Voilà, c'est votre nouvelle maison. Si cette bande d'amis, aujourd'hui quarantenaire, s'est rencontrée à la fac, dès la saison 2 des Mystères de l'amour, c'est sous le même toit qu'ils continuent à vivre des aventures toujours plus passionnantes. Il y a toujours quelque chose de très fort quand on a aimé des personnages quand on est adolescent ou jeune. Donc du coup, je pense qu'on a envie de savoir ce qu'ils sont devenus. Et c'est ça qui est génial, c'est que le lien n'a jamais vraiment été rompu avec le public parce que finalement, les personnages, ils ont évolué, ils ont vieilli en même temps que les fans qui les regardaient. Donc je pense que ce lien-là est resté très fort avec le public. Il y a un socle du public qui est très fidèle à ces personnages. Je pense que ce sont des gens qui ont vraiment connu Hélène et les garçons, qui ont connu le point de départ et qui prennent un plaisir à retrouver les personnages de l'époque et finalement être dans une certaine nostalgie avec les codes de la télévision d'aujourd'hui. Chaque semaine, la série bat des records d'audience et ce succès colossal ne date pas d'hier. Hélène et les garçons, Premier baiser, Les filles d'à côté, Salut les musclés, La philo selon Philippe, Les garçons de la plage. Les sitcoms AB ont marqué les années 90. C'était vraiment une ruche qui vibrait tout le temps, toute la journée, quoi. C'était vraiment une industrialisation de la série, de la sitcom, du produit jeunesse en tout cas, qui était extrêmement efficace. Pour le public, le succès est incontestable. Ça fait partie de la mémoire collective. On avait l'impression de faire partie un peu de la famille. C'est vrai qu'on les avait tous les jours. C'est quand même pas commun. Les sitcoms ont bouleversé la vie des comédiens. Ça a permis de faire ce que je suis aujourd'hui. Ça a été une aventure exceptionnelle. On est devenu une famille au fil des tournages et... C'était extraordinaire, c'était super souvenir. On s'est éclaté, donc vraiment merci, quoi. Ces années-là, c'était que du bonheur. J'ai vu les sitcoms aux États-Unis, je trouvais ça formidable. Il n'y en avait pas vraiment en France. Il y avait Maggie, qui est une adaptation américaine déjà. Il y avait Marc et Sophie, mais il n'y avait rien dans un univers un peu plus jeune, un peu plus familial. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer des sitcoms. C'est avec le lancement du Club Dorothée en septembre 1987 qu'AB Productions investit la grille des programmes de TF1 avec un succès incomparable. Durant 10 ans, l'audimat français va vivre à l'heure d'AB, la société de production créée par Jean-Luc Azoulay et Claude Berda. Le 22 décembre 1989, moins de 3 ans après le lancement du Club Dorothée, AB produit sa première sitcom, Salut les musclés. Et même si cette idée originale de Jean-Luc Azoulay est avant-gardiste, le pari est pourtant loin d'être gagné. On avait le Club Dorothée dont on était responsable et dans lequel on mettait à peu près ce qu'on voulait, du moment que ça marchait. Donc moi j'ai eu l'idée de Salut les musclés, on a tourné le premier épisode. C'est la première fois qu'on tournait quelque chose comme ça. Donc on a fait un pilote dans un décor provisoire avec les musclés et Dorothée a joué le rôle de la première guest. Je peux vous aider, mademoiselle? Oui, bien sûr, en allant là-bas rejoindre vos copains. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, mon petit? Ça y est, j'ai compris, je suis mort et vous êtes un ange. Et si c'est ça, moi je veux bien mourir aussi. Et ce pilote s'est avéré concluant, donc on a refait le vrai premier épisode sans Dorothée puisqu'elle n'avait ça que pour nous rendre service. Dites les copains, vous croyez qu'elle va revenir? Qui ça? Bah le docteur Rougerie. J'ai jamais vu une fille pareille. Écoute, Framboisier, bon, c'est vrai qu'elle est belle, mais enfin, faut pas exagérer quand même. Non, puis tu sais, rêve pas, hein. Moi je suis sûr qu'elle est mariée. Et on l'a mis dans le Club Dorothée et ça a marché. Donc la réaction des gens de TF1 a été « ça marche, c'est formidable ». Fort du succès de la première diffusion de Salut les musclés, l'industrie AB se met en place à une vitesse fulgurante. Et très rapidement, Premier baiser, Hélène et les garçons, Les filles d'à côté, La philo selon Philippe, Le miel et les abeilles voient le jour et envahissent le paysage audiovisuel français aux heures de grande écoute. Nous sommes au début des années 90, la machine est bel et bien lancée, AB décolle.
L'audience explose et rassemble jour après jour des millions de téléspectateurs. Alors pour faire fonctionner l'industrie AB de manière pérenne, Jean-Luc Azoulay met en place un système innovant et pour le moins efficace. C'est très simple, vous mettez des comédiens, des caméras, un décor, et puis vous filmez. C'est pas très compliqué. Ce qui est dur, c'est de trouver des idées, de créer des univers et de trouver des personnages. Des rythmes de tournage effrénés, des castings incessants. C'est un sacré boulot de remplir toutes les salles et tous les plateaux chaque jour. Ça reste un truc de fou. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de directeurs de casting qui ont géré jusqu'à 6 ou 7 séries en même temps. Et on était un bureau, on était 6 ou 7, je crois. J'avais 4 assistantes pour les comédiens et 2 ou 3 personnes pour la figuration. AB, précurseur de la production à la chaîne de sitcoms et d'émissions télévisées, réussit un tour de force incroyable, celui de fidéliser ses techniciens et ses comédiens. Un atout majeur pour cette ambitieuse industrie. C'est une sacrée école, parce qu'on tournait pratiquement tous les jours, et c'est vrai que c'est extraordinaire, parce qu'on avait le texte très souvent au dernier moment, et puis bon, on avalait le texte, on essayait de le digérer avec la répétitrice qui était avec nous, et puis on y allait, quoi, on fonçait devant les caméras, donc fallait pas se gourer, fallait pas se planter. Ça commence à 8h le matin, on arrive au maquillage, coiffure, habillage, et ensuite on fait nos séquences. On n'est pas forcément dans toutes les séquences de la journée. Le texte est divisé en plusieurs séquences et on tourne décor après décor. Voilà, puis ensuite on rentre chez nous quand c'est fini, quand l'épisode est fini. Normalement, la fin de tournage, c'est 20h et en général, ça déborde un peu. Bon, qu'est-ce qu'elle fait, Bénédicte? On va quand même pas l'attendre toute l'après-midi ici, non? Si on a des courses à faire ensemble, c'est maintenant. Mais tu sais bien qu'elle a des problèmes avec la tante José pour le mariage de sa cousine. Il faut être autodiscipliné, oui. Parce que c'est vrai que c'est un travail, en plus des tournages, des 12 heures de tournage, il faut apprendre son texte le soir. Donc c'est vrai que c'est assez physique, quoi, quand même. Ici, on travaille uniquement avec des caméras, donc on apprend à se placer dans la lumière, à bouger en fonction des axes, etc. Et je suis désolé, on va être obligé d'arrêter, il faut que j'y aille. Ils font chier, c'est emmerdant. Très vite, on a formé une famille vraiment en osmose, très homogène, avec tous les jeunes qui étaient là, parce que moi j'étais un petit peu le grand frère, pour pas dire le père, le papa d'une autre génération, mais vraiment on s'est tous très très bien entendus. C'est vraiment une sorte de tribu. Et c'est vrai qu'on a cet esprit de famille dans notre équipe et que c'est très important pour la réussite. Une famille, c'est le moins que l'on puisse dire, car très proche de ses comédiens, le producteur a un concept bien à lui pour enrichir les scénarios des sitcoms, s'inspirant parfois de la vraie vie de ses acteurs. Les comédiens ne sont pas de simples objets pour moi, ce sont des partenaires. Je me sers d'eux pour écrire mes histoires, je me sers de leur vraie personnalité. C'est pas eux, mais c'est leur vraie personnalité dont je me sers parce que je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a des relations qui se font parce qu'on s'est prouvé réciproquement qu'on pouvait avoir confiance les uns en les autres. Ils nous scrutent quand on joue. Comme on se connaît, ils nous voient aussi délirer dans la vie et ils se nourrissent un petit peu de ça. Parfois, on se dit, là, il a pioché un truc perso. Mais comme c'est des personnages qu'on vit depuis 20 ans, je pense qu'on est tous avec notre sensibilité, avec notre personnalité. Oui, on a dû l'amener un peu où on veut l'amener, mais c'est pas forcément que ce personnage nous ressemble. Il connaît nos caractères, nos tempéraments, donc il sait mettre ça en valeur et après c'est très facile. Tu veux le beurre, l'argent du beurre, tu veux pas le cul de la crémière non plus. Allant toujours plus loin dans l'écriture des scénarios, Jean-Luc Azoulay établit une corrélation entre les séries. Dans Salut les musclés, pour animer un petit peu cette bande de 5 garçons célibataires qui vivaient avec une extraterrestre, j'ai eu l'idée de faire venir une petite fille de 11 ans, 12 ans, qui était Justine, qui était la nièce de Framboisier, qui débarquait d'Australie. Puis Justine a un petit ami qui s'appelle Jérôme. Ça commence à faire des histoires pour Justine. À ce moment-là, je m'aperçois que les histoires de Justine prennent beaucoup de place dans Salut les musclés. Donc je me dis, c'est quand même pas le propos. Le propos, c'est Salut les musclés. Donc Justine retrouve sa famille et ça donne Premier baiser. Dans la famille de Premier baiser, il y avait le père, la mère, il y avait Justine et il fallait une grande sœur. Donc Hélène fait la grande sœur de Justine dans Premier baiser. Et même phénomène, au bout d'un certain temps, je m'aperçois qu'Hélène commence à avoir ses histoires à elle, des histoires de un peu plus âgées à la fac, et je crée Hélène et les garçons. Voilà un petit peu comment se fait la filiation. Framboisier, le chanteur des musclés, c'est ton oncle? Bah oui, c'est le frère de mon père. Justine a vécu chez les musclés pendant la dernière année où on était en Australie. Bah remets-toi Lali. Oh mais non, mais écoute, ça me fait tout drôle que tu connaisses des vedettes. Dans cet univers rassemblant des professionnels soudés, Jean-Luc Azoulay et Claude Berda ne cessent de développer la production et créent de nombreux produits dérivés aux sitcoms. Du jamais vu pour l'époque. Le succès attire les critiques. Certains médias tirent à boulet rouge sur les sitcoms AB. Mais le producteur n'en prend pas ombrage. Écoutez, j'ai
Un journal qui tire à 100 000 exemplaires, qui me fait une critique, et 6 millions de gens qui regardent. Je mettais les deux dans la balance, et ça pensait du côté des 6 millions. C'est étonnant. Je pense que ce qu'on a peut-être critiqué également, c'était le système autour d'Hélène et les garçons. Rencontrant toujours plus de succès, AB Productions n'hésite pas à mettre en avant les comédiens des sitcoms en leur faisant enregistrer des chansons. La preuve d'une expansion qui n'en finit pas. Mon premier métier, c'était la chanson. J'étais quand même d'abord producteur de disques avant d'être producteur de séries télévisées. Donc pour moi, naturellement, quand un comédien avait du talent, était capable de chanter, je le faisais chanter. Et ça me permettait d'embellir les séries. Je pense que la chanson fait partie de la vie et que c'est formidable quand un comédien peut chanter, de le faire chanter. Comme dans un rêve, je t'ai retrouvé dans le noir. Pendant les années 90, les sitcoms AB deviennent le rendez-vous incontournable des jeunes comédiens. Ainsi, quelques acteurs connus aujourd'hui sur le petit ou le grand écran y ont fait des apparitions, tels que Ingrid Chauvin, Astrid Veillon, Mathilde Seigné, Laurent Lafitte, Elisa Tovati, Alexandra Lamy. Je vous dis que je ne suis pas un homme. Vous dites ça parce que vous voulez pas de moi, mais je vous aime. C'est physique, j'y peux rien, je vous aime. Oh, attendez. Ok, écoutez ma voix, regardez. Oh, j'ai une voix de fille. Vous faites ça pour me dégoûter. Mais vous n'y arriverez pas. Non, c'est pas vrai. Bon, d'accord, voilà les cheveux. Oh, j'ai les cheveux longs. Regardez, je ressemble. Je suis une fille, je suis. Il y a plein de garçons qui ont les cheveux longs. Et puis moi, je me trouve encore plus beau comme ça. Ou encore Guillaume Canet. Virginie? Guillaume, mais qu'est-ce que tu fais là? Et même Julie Gaillet. Ah, bonjour mademoiselle. Voilà, je participe à un concours de baisers. Ah oui, avec mon ami qui est là, pour savoir lequel de nous deux parviendra à avoir le plus de baisers. C'est vous l'autre candidat? Oui. Moi, je ne suis pas candidat. Tant pis, c'est parti. Je crois, si je ne m'abuse, que le chanteur des Chaka Ponk fait un guest dans Hélène et les garçons, il me semble. Si vous avez de chercher des nouveaux artistes, je suis complètement libre et j'ai pas de manager. Ok. Bon bah écoutez, on va réfléchir. Hein. Il y avait toute une génération qui rêvait finalement de faire partie de ce casting. C'est la première fois qu'il y avait un casting ouvert aux Français avec une possibilité, une proximité assez évidente. Alors qu'en France, les sitcoms connaissent un succès sans borne, les produits AB s'exportent en dehors des frontières de l'Hexagone. En Italie, en Allemagne, en Angleterre et dans les pays de l'Est. Et le phénomène prend une ampleur mondiale. En septembre 1997, le contrat entre AB Productions et TF1 s'arrête. C'est la fin du Club Dorothée et de tous les sitcoms. De toutes les séries AB, la saga Hélène et les garçons fait quant à elle exception à la règle et poursuit sa destinée hors du commun. Retour sur le phénomène. Le 11 mai 1992, la France découvre pour la première fois la série la plus culte de l'univers AB, Hélène et les garçons. J'étais pas téléspectatrice d'Hélène et les garçons, j'étais fan. J'étais totalement fan parce que ça a bercé toute mon adolescence. Et je pensais à ça la journée à l'école, au collège, au lycée. Hélène et les garçons, c'est toute une époque de la télévision française parce que ça avait un succès incroyable et tout le monde rentrait le soir pour retrouver les aventures d'Hélène et les garçons. Ça a été un véritable phénomène de société à l'époque. J'avais 6 ans, donc j'étais très très jeune. Et mon vrai souvenir flagrant du truc, c'est que je le regardais tous les soirs. Et le lendemain matin, quand j'arrivais à l'école, le premier truc qu'on se disait avec ma meilleure copine, c'était « T'as vu l'épisode d'Hélène et les garçons? Qu'est-ce que t'en as pensé ?» Et ça, on se racontait ça. C'était notre première conversation. On s'est fait draguer par 3 charmants jeunes hommes, dont un très très mignon. T'exagères, il y en avait au moins 2 de très très mignons. Hélène, jeune étudiante en sociologie, vit dans une résidence universitaire et partage une chambre avec 2 amies, Cathy et Johanna. Elles font la connaissance de 3 étudiants en lettres, Nicolas, Étienne et Christian, de gentils garçons passionnés de musique. Il n'y a rien de plus important que la musique. Si, les filles. Avoir joué le côté Hélène, star, très fifi, très girly, et avoir joué le côté garçon avec
tout le monde qui avait un truc très fort. Bah, du coup, on s'est tous fait prendre au jeu, quoi. On avait tous, il y avait une identification assez rapide qui s'est faite sur chacun d'entre eux. Et du coup, je pense que toute une génération est partie dans la série et j'étais le premier à y aller. Hein. Je me suis toujours identifiée à Hélène, évidemment, la star de la série. J'avais envie de me laisser pousser les cheveux pour avoir la même belle chevelure blonde comme les blés, comme Hélène. Et tenter en tout cas d'être une amie comme elle l'est dans les séries. Hélène, c'était la bonne copine, jolie, toujours bien coiffée, toujours mignonne, voilà, bien polie, bien peignée. Voilà, ça. Il y avait un côté grande sœur idéale pour les petites filles, je pense, un côté un peu princesse. Voilà, elle pleurait un peu, elle avait des petites peines de cœur. C'était un personnage finalement qui représentait sans doute la jeune fille française idéalisée pour la famille. Hélène et Nicolas deviennent très vite le couple emblématique de la série. Cathy tombe dans les bras du gentil Étienne. Et l'excentrique Johanna n'a Dieu que pour son... Que des mots. Excusez-moi, vous ne savez pas, Johanna? Non, c'est fini pour aujourd'hui, allez-y. Rapidement, de nouveaux personnages font leur apparition. Salut, moi c'est Johanna et toi? José. Bénédicte. Et vous êtes à la fac? Oui, en seconde année, et toi? Moi en première. Salut tout le monde. Les amis, je vous présente Lélie. Lélie, je vous présente les amis. Je vous présente Sébastien, notre nouveau bassiste, et sa fiancée Linda. Mais aussi Adeline chez les filles, Olivier et Christophe chez les garçons. Vous buvez quelque chose? Bah oui, un jus d'orange. Deux. Ah, moi, un pêche melba, j'ai rien mangé midi. Dans ce petit monde acidulé, où les jeunes sont adeptes de jus de fruits à la cafette, on fait du sport, on parle chiffon. Je ne sais pas comment est fichu José, mais aucun des pantalons que je lui ai fait essayer ne lui va. Et on fait de la musique, dans un garage. Bref, une bande d'amis, tout ce qu'il y a de plus normal. Des jeunes, beaux et gentils, quoique peut-être un peu lisses parfois. Arrêtez les amoureuses. Continuez à recouler, on ne saura jamais comment Nicolas a échappé à sa coupe réglementaire. Ils m'ont fait des brushings. Parce que j'ai pas les cheveux raides du tout. Et j'ignore pour quelle raison ils voulaient absolument que j'ai ce côté lisse. Alors je sais pas pourquoi, mais enfin bon, c'était un cauchemar tous les matins. Ces grandes séances de séchoir à cheveux, à me tirer sur les poils là. Il y avait quand même un ton qui était, au tout début, qui était assez, pas aseptisé, mais qui était très doux, avec des thématiques qui s'adressaient vraiment aux enfants, et on sentait bien qu'il y avait une vraie intention de ne pas choquer la ménagère de moins de 50 ans avec ses enfants. Moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est qu'ils ne faisaient rien, finalement. Ils étaient toujours à la cafette, ils étaient toujours en train de discuter, en train de se maquiller, de se coiffer pour les filles, en train de jouer de la musique pour les garçons. Je crois que je ne les ai jamais vus réviser un examen. Moi, j'ai jamais vu des étudiants aussi feignants que les étudiants d'Hélène et les garçons. C'est ça qui me faisait marrer. C'était vraiment, il y avait un côté monde parallèle, mais ce qui était drôle. Tu serais mieux au travail? Et ça marche. Dès son lancement, la série connaît un succès sans précédent. Et c'était des programmes qui étaient dédiés à la jeunesse, donc qui ne devaient pas forcément faire de bruit. Et là, tout d'un coup, je crois que ça s'est produit, ça a été très rapide. L'audience de Hélène et les garçons s'est enflammée en moins de 3 semaines. Il faut imaginer que ça faisait entre 4 et 6 millions de téléspectateurs, on est à 52% de part de marché. À un moment, il y avait même 90% sur les femmes. Et il s'est passé un truc surprenant, c'est que le public n'était pas seulement les enfants, mais tout le reste de la famille. C'est-à-dire que les mamans, les grands-mères, tout le monde était derrière son poste à 18h. À cette heure-là, pour les collégiens, les enfants et les jeunes ados, il n'y avait rien d'autre. Donc obligatoirement, on était tous dans un tunnel de consommation qui était TF1. Après l'école, on regarde TF1 parce que l'accès jeunesse était là. Ce n'est pas encore le festival du film sur la Croisette, c'est plus fort que ça. La police cannoise submergée par un nuage d'adolescents en folie qui rompent les barrages devant le palais du festival. La France devient accro à l'univers carton-pâte d'Hélène et les garçons. Bain de foule, autographes, séances photos. Un succès colossal et tellement rapide qu'il surprend tout le monde. C'est beaucoup d'amour qui arrive d'un seul coup et ça fait bizarre comme sensation, mais c'est agréable. Ça a été une surprise et un raz-de-marée qui nous est arrivé sur la tête. On n'était pas préparé à tout ce barouf et puis c'était trop, c'était trop. Puis on était des mômes, donc on était un petit peu le copain, le petit frère de tout le monde. Ça parle des problèmes de la vie, moi je trouve. Ça parle des problèmes des garçons, des filles, des problèmes de couple. En rentrant dans une presse pour voir, j'avais tous les magazines télé où il y avait ma photo dessus.
Il n'y en avait pas un où il n'y avait pas ma photo. Et je m'étais dit, tiens, celui qui n'aime pas, il est quand même obligé de m'acheter. Véritable phénomène de société, la série prend possession des cours d'école et des salles de classe. Qui ne l'a jamais regardé? Difficile de passer à côté du tsunami romantico-chevelu. Moi je trouve que c'est pas honteux de voir Hélène et les garçons parce que moi je pense que tout le monde regarde au moins 1 ou 2 fois par semaine. D'autres regardent 4 comme ça. Mais non, mais je dis que tout le monde regarde quoi. Moi je parle avec plein de copains puis ils regardent. Puis il faut pas dire juste pour se croire supérieur aux autres, ouais je regarde pas Hélène, c'est pour les nuls. Si la vie elle est toujours cool, on n'a jamais d'histoire, c'est pas la vie quoi. Pour Hélène, il n'y a presque jamais de dispute et c'est tout le temps les autres et elle est toujours la sainte mère à tout arranger. Dans ce concept de série, c'est pas les scénarios qui sont réellement importants, je crois que c'est plus l'ambiance qui règne là-dedans. Et je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin. Je pense que la série a marqué les gens parce qu'il y avait jusqu'à maintenant assez peu de séries en France qui montraient tous les soirs des gens d'une nouvelle génération, des jeunes, comme ça dans une forme de sitcom dont on suivait les aventures tous les soirs. Regarde, Lily, tu crois pas? Je crois pas que Sébastien est formidable. Tu sais, moi, la musicien comme ça m'a donné frisson partout. Oui. Ouais. Tiens, ça te dérange pas de te mettre près de lui? Comme ça, je veux faire une photo de vous deux, ensemble. Hein? C'était mignon, c'était frais, c'était des histoires sentimentales. Voilà, c'est pour ça aussi que ça a plu, je pense. Il y en a qui ont appris quand on se fait tromper, qu'on pleure, que ses copines nous réconfortent. Enfin voilà, tout ça. C'est des histoires de la vie. Après l'école, une journée d'école, c'est fatigant, ça détend, ça repose. Puis ça raconte un peu la vie des gens. Ça reflète bien les problèmes des jeunes. Ils répondent à beaucoup de questions, ouais, ça... Parce que le sujet principal du feuilleton, c'est les problèmes sentimentaux. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. En général, il y a que ça. Les problèmes de drogue, les régimes, le poids, quoi. Ça reflète tout, quoi. Ça explique tout.